Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Valentin Felipeau. Nous sommes sur l'émission Raconte ton voyage de KTB Radio. Je vais vous parler un petit peu de ma vie de voyageur, le chemin qu'elle a pris. Je vais passer en revue quelques voyages, quelques anecdotes, entrecoupées de citations. Et je vous lirai également quelques extraits des textes que j'ai pu écrire au cours de mes voyages. Alors je vais commencer par le début, qui est un voyage en Amérique latine, il y a 10 ans maintenant. Je sortais des études scientifiques, et j'avais besoin de souffler un bon coup après 5 ans sur les bancs de la fac. J'avais envie d'apprendre à vivre ailleurs que sur les bancs de l'école, également d'apprendre l'espagnol, puisque je suis parti avec mon ex-compagne qui était espagnole, et j'avais à cœur d'apprendre la langue, et aussi de découvrir une culture qui nous intriguait et qui titillait notre imaginaire. C'était vraiment notre première expérience de voyage au long cours. On est parti avec assez peu de moyens, avec nos économies, dans l'idée de rester 6 mois sur le continent, et de participer à des bénévolats pour s'initier au jardinage, à la permaculture, puiser de l'inspiration pour un futur projet d'installation qu'on nourrissait ensemble. Et puis, à force de camper, de faire de l'autostop, de serrer la ceinture, en vivant le plus chichement possible, on a pu rester 8 mois et arpenter 5 pays. Ce voyage, il s'est avéré époustouflant, enfin vraiment, ça a été peut-être la plus belle expérience de ma vie, mais voilà, c'était dur, c'était éprouvant physiquement. On a été malade pendant 2 mois, une tourista, mais on était jeunes, on avait la forme, on surfait vraiment sur l'intensité du périple, et en gros rien ne pouvait nous arrêter. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que le voyage serait peut-être différent. Il y avait une vraie alchimie entre nous, on partageait la même vision du voyage, ce qui fait que les choses étaient simples. Il y en avait toujours un ou une pour soutenir l'autre dans les moments durs. Et depuis, je n'ai pas revécu d'expérience en duo. Je voyage plutôt en solitaire. Peut-être parce que la barre a été si haute en termes d'alchimie que voilà, c'est difficile de trouver un partenaire avec qui le voyage se passe de la plus parfaite des manières. Le voyage en solitaire m'a apporté beaucoup également. C'est différent, ça laisse plus de place à l'introspection. On est libre de ses moindres faits et gestes, mais on n'a pas ce plaisir de partager le voyage avec autrui, et de confronter aussi les visions, les perspectives de chacun. Ce voyage, il m'a appris à improviser, en fait, à lâcher prise, à ne pas prévoir où on va dormir le soir, où on sera le lendemain. Ça a été une leçon de vie pour la suite, en fait, hein. Vivre dans l'instant présent, je pense que c'est une qualité que j'essaie de cultiver depuis. Ça m'a appris également que les épreuves, les moments durs offrent des leçons, et que en général ça devient par la suite nos plus beaux souvenirs, y compris quand on passe près de la mort. Donc ça, c'est une anecdote sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Ça m'est arrivé pendant ce voyage de m'effondrer, soit de fatigue physique ou psychique, et ma compagne de l'époque était toujours là pour me relever. Inversement, il n'y a pas vraiment de mots pour rendre hommage à ce genre de complicité. En tout cas, ce voyage, au sorti de mes études, je l'ai vécu comme un rite, un peu un rite initiatique de passage à la vie adulte. C'est vrai que dans les peuples racines, comme on dit, les peuples traditionnels, il y a toujours des rites pour la sortie de l'enfance vers l'âge adulte. Et dans nos sociétés, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça.
Et moi, c'est ce voyage qui a fait office de rite initiatique où voilà, j'ai pu me sentir maître de mes mouvements, de mes décisions, de mes émotions, et trouver en moi des forces dont je ne soupçonnais pas forcément l'existence. Le retour à la réalité a été assez difficile les premiers temps, parce qu'il faut digérer le voyage. Ça peut être un process assez long. On revient dans une société où on peut se sentir en décalage avec le retour à la sédentarité, à la vie professionnelle, à une approche des choses peut-être assez matérialiste, centrée autour de l'individu. Alors que là, pendant 8 mois, voilà, c'était, on dépendait des mains tendues, de l'entraide. On rencontrait des gens qui vivaient au milieu de nulle part, en lien avec la terre. Donc voilà, le retour un peu dur. Par la suite, j'ai travaillé pendant 1 an comme chargé de mission et j'avais un peu l'impression d'être un lion en cage. La routine, les horaires, l'ordinateur, les réunions politiques, les petites bisbilles entre collègues. En fait, tout ça me paraissait un peu fade en comparaison du voyage que j'avais vécu. Et donc par la suite, j'ai opéré un virage à 180 degrés et je suis parti m'installer en caravane dans les montagnes, dans les baronnies provençales, dans la Drôme. L'expérience du voyage m'avait appris que j'avais besoin en fait de simplicité, besoin aussi de vivre au contact des éléments, des saisons, de la faune, la flore, et d'apprendre à faire des choses de mes mains. C'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire. J'ai pas regretté une seule seconde, même si il a fallu voilà, tout choix de vie présente des avantages et des inconvénients. Mais à force de déménager dans ma jeunesse et puis de voyager par la suite, je savais que c'était possible, que je pourrais m'adapter en fait n'importe où, tant que je restais à l'écoute de mon intuition, cette voix intérieure qui sait quoi faire, quels que soient les imprévus ou les difficultés à surmonter. Dans ces montagnes, j'ai pu m'explorer intérieurement. J'ai pu trouver aussi l'espace et l'inspiration pour concrétiser mes rêves d'écriture. J'ai toujours, ça fait quelques années que j'écris, c'est le voyage qui a impulsé ce goût pour l'écriture. J'ai commencé en Amérique latine, d'abord pour garder une trace, et surtout pour essayer de mettre des mots sur des situations, des événements, des émotions qui me dépassaient en fait par leur intensité. Et puis inconsciemment, il y a eu ce déclic aussi de vouloir témoigner à ma famille de choses qui avaient du mal à sortir à l'oral. Parfois, on raconte mal, on n'a pas les mots, ou on a peut-être peur aussi d'affronter le regard d'autrui, de se sentir jugé. Alors que devant la feuille blanche, on peut se livrer, on peut naviguer, on peut retravailler la matière du texte et la partager quand on se sent prêt. Je me souviens du jour où j'ai fait lire à mes parents le texte, un texte que j'avais écrit sur une expérience chamanique que j'ai vécue au Pérou et qui a changé ma vie. Et c'était un gros morceau en fait à partager et finalement je l'ai partagé quand je me suis senti prêt, quand j'ai senti qu'ils étaient prêts à l'accueillir et ils ont été ravis de l'entendre. Ça leur a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi, sur mes choix de vie, sur qui j'étais devenu. Parce qu'à la fin de ce voyage, j'avais vraiment changé, au point que ma mère, je me souviens, me disait qu'elle me reconnaissait pas. Et c'est vrai que j'étais encore dans cette phase de digestion du voyage. Il y a une citation que je voudrais vous partager. La poésie du voyage ne réside nullement dans la rupture apaisante avec la monotonie familière, le travail et les soucis, dans la rencontre fortuite avec d'autres gens et dans la contemplation d'images différentes. Elle ne réside pas non plus dans le contentement de la curiosité. Elle naît de l'expérience, c'est-à-dire de l'enrichissement intérieur, de la capacité à rattacher les choses nouvelles au tout, de la perception toujours plus aiguë de l'unité dans la diversité, de ce grand réseau qui unit la terre et les hommes.
Elle naît de la possibilité de retrouver dans un contexte tout à fait différent des vérités et des lois anciennes. C'est une citation, un extrait de Hermann Hesse dans L'art de l'oisiveté. Je vous propose maintenant d'écouter une chanson de Gaël Faye qui s'intitule Tôt le matin et qui pour moi vibre comme une éloge, une invitation au voyage, à larguer les amarres pour trouver sa vraie personnalité. d'Orient. Sous les cuves, les fumées d'encens. Brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes. Hume les fleurs, leur senteur navrante. Laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie. Prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux. Enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu. Défie Dieu comme un fou, refait surface loin des fous. La fine force et faiblesse fait de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles ou gants. Empereur de brigands, Macindal, bois caïman. Écris des récits ou te cogner à des récifs. Une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes livides si ton cœur lui aussi s'abîme. Un jour je me bats, hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bagne, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne, on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune que tous la voient. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. Vous êtes toujours sur KTB Radio pour l'émission Raconte ton voyage. Je suis Valentin Felipeau, j'habite dans les Baronnies, non loin de Serres. Je vais terminer ce voyage sur l'Amérique latine en vous racontant une anecdote. Un petit peu, voilà, on est passé pas très loin de la mort ce jour-là, et il s'avère que c'est un des souvenirs les plus vivaces dans ma mémoire. Il y a une phrase qui me plaît, une phrase de Pascal Manoukian qui dit que le corps retient mieux les leçons que l'esprit. Il a cette mémoire de forme qui rend inoubliables les expériences que nous lui faisons subir. En fait, nous étions
au Pérou, dans la vallée sacrée, pour aller au Machu Picchu. Et comme on essayait de dépenser le moins possible, on a décidé de marcher à pied jusqu'au village d'Aguascalientes, où se trouve le Machu Picchu. Sauf qu'on n'avait pas du tout vérifié la météo, vérifié la durée de marche. Et donc on s'est mis à longer les rails d'un train. Sauf que la promenade s'est un petit peu transformée en cauchemar. On a marché pendant 15 heures, dont 7 heures, 8 heures sous une pluie diluvienne. C'était le début de la saison des pluies. En fait, la rivière s'est transformée en un torrent, en une mer déchaînée, quoi. La rivière était marron, ocre, en crue, avec des vagues. Et nous, on longeait les rails, trempés, exténués. Il n'y avait pas de sentier, hein, donc on était vraiment sur la voie ferrée. Et à un moment donné, il arrivait que les traverses de la voie ferrée passent au-dessus des ruisseaux qui se déversaient dans la rivière. Ces ruisseaux étaient eux-mêmes extrêmement dangereux, il fallait surtout pas tomber. Je pense que là, si on tombait, on pouvait dire adieu à la vie. Et donc on marchait prudemment en posant nos pieds d'une traverse à l'autre, sans barrière de sécurité. Et on s'est retrouvé au milieu de ce pont qui devait faire peut-être une quinzaine de mètres. Et arrivé au milieu, donc on était sous la pluie, hein, on n'entendait rien, on était concentré sur nos pas. Je lève la tête et je vois les phares d'un train qui arrive juste en face. Donc j'étais paniqué, j'ai essayé de crier à Marina derrière moi qu'un train arrivait, qu'il fallait dégager, et en fait elle m'a même pas entendu avec le vacarme. Et donc j'ai commencé à courir sur les traverses vers l'avant. Elle s'est aperçue du danger également, et donc elle s'est mise à courir en arrière, vu qu'on était au milieu du pont. J'ai couru, et une fois que je suis arrivé sur la terre ferme, je me suis décalé, j'ai fait un pas de côté, j'ai sauté, et 2 secondes plus tard, le train passait. Et donc forcément, j'étais figé, quoi, figé d'effroi. J'avais tout mon corps qui tremblait comme une feuille morte. Je réalisais tout juste ce à quoi je venais d'échapper. Marina aussi a pu s'écarter à temps. Et voilà, c'était un moment riche une grosse poussée d'adrénaline. Et donc un peu plus tard, on était toujours en train de marcher, on était à nouveau au milieu d'un de ces ponts, et cette fois, je ne sais plus trop comment, mais je me suis aperçu qu'un train approchait par l'arrière cette fois. Et donc rebelote, on a couru, on s'est écarté, et quelques secondes plus tard, le train passait. Donc voilà, par 2 fois, on a été sauvés de justesse. Et le soir venu, on a dormi sur un banc, on a somnolé pendant 2-3 heures avec la bruine qui chassait jusqu'à nous. On était à bout de force, et puis on n'arrivait pas à dormir, et vers 4 heures, on s'est mis en marche en direction de l'entrée du Machu Picchu. Et là, on a dû gravir 2000 marches pour aller jusqu'au site. On avait plus de force, on avait mal aux genoux. Le chien qui nous suivait pendant toute la balade de la veille finit par nous abandonner. On était les bons derniers de la file, et arrivé là-haut, le Machu Picchu était dans la brume. Donc on voyait pas grand-chose, à part les lamas qui sortaient de la brume, là, qui broutaient le site. Et finalement, voilà, ça s'est dégagé. On a pu profiter de la visite, et ça reste un souvenir inoubliable pour la visite en elle-même, mais surtout pour le chemin qui a mené jusqu'à là, qui reste gravé à jamais dans ma mémoire. C'est vrai que le risque est inhérent, je pense, fait partie du voyage. Et ça serait faux de dire que tout se passe toujours bien, et que en faisant du stop, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de stops, j'ai fait 2 fois le tour de la France après ce voyage en stop, parce que j'avais la bougeotte, quoi, ça me plaisait. Et bon, il arrive qu'il y ait des situations un peu risquées, quoi, qu'on ne voit pas venir.
Comme ce jour où j'ai été pris en stop près de Bordeaux par un fourgon qui s'arrête, je monte, et là le gars se met à, donc il monte le son à fond, il écoutait Nirvana et il démarre en trombe et il se met à hurler les paroles incompréhensibles quoi de la chanson. Et bon, moi aussitôt je me suis cramponné au siège et je me suis dit bon, là ça va être compliqué. Il faisait des écarts sur la voie de gauche et tout ça, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Et j'avais peur en fait de lui dire écoute, j'ai envie de sortir du véhicule. J'avais peur de sa réaction. Je voyais qu'il était il était pas dans son état normal. Du coup, au bout d'un moment, il s'est arrêté sur une petite route de campagne et en fait, il m'expliquait qu'il arrivait ça faisait 3 jours qu'il était au volant de sa voiture, quasiment sans dormir, qu'il arrivait d'Europe de l'Est d'un festival. C'était un musicien, il avait plein de boxons dans son coffre, plein d'instruments, et il s'est arrêté sur cette route de campagne pour chercher sa cocaïne en fait. Donc il fouillait partout, ça s'éternisait. Moi j'étais vraiment, je cherchais une solution pour m'en sortir, mais en fait j'avais peur de sa réaction, et du coup je me suis dit allez, c'est un mauvais moment à passer, cramponne-toi. Et donc il a fait son affaire, et ensuite on est reparti sur la route départementale, et pareil, des écarts hyper dangereux. Voilà, les secondes s'éternisaient, j'ai cru que ça n'en finirait jamais, et finalement on est arrivé au niveau d'une barrière de péage, et je lui ai expliqué qu'on n'allait pas au même endroit, que je descendais là, et ça a été une libération incroyable quand je suis sorti, une grande bouffée d'air frais, un sentiment assez jouissif d'être en vie. Et c'est vrai qu'au final c'est en France, hein, je pense que j'ai vécu les expériences les plus risquées, quoi. En Amérique latine, en fait, il nous est rien arrivé, quoi. En 8 mois, on a eu beaucoup de chance, hein, je pense aussi, mais on pouvait mettre notre tente n'importe où, personne nous délogeait, personne nous faisait des problèmes, les camions nous prenaient en stop, on dormait en plein milieu des places de village, voilà, c'était facile, en fait. Tant qu'on dérange pas, on se sentait vraiment libre, en fait, et on n'a pas eu de soucis particuliers. Mais parfois, il suffit de sortir de chez soi, de tendre le pouce, et puis de croiser des personnes qu'on aurait préféré ne pas croiser, mais ça reste très minoritaire, et j'ai vécu des moments absolument grandioses en faisant du stop, à rencontrer des personnes si différentes, des gens qu'on aurait peut-être jamais rencontrés dans le cours normal de nos vies, et voilà, chaque voiture qui nous ouvre la porte, on est plein de gratitude, et on partage des moments forts avec ces gens, et voilà, c'est vrai que le stop, je pense que c'est une manière de voyager très très stimulante, et à moindre coût, on peut très vite être dépaysé. On dit parfois que le voyage est une fuite, ou alors une quête. Je pense que c'est tout cela et bien plus en même temps. En général, on y trouve ce qu'on ne cherchait pas à la base du voyage. On se laisse surprendre par ce qui advient. Et puis le déplacement, mais la pensée en mouvement, ça ouvre des espaces de liberté où mûrissent les questionnements. Il y a aussi parfois des états d'âme ou des blessures qui refont surface. Et c'est l'occasion, voilà, de se questionner sur qui on est, et puis aussi d'apprendre, en fait, au contact de tous ces gens qu'on rencontre sur le chemin. C'est pour ça aussi que je me suis mis à écrire en voyage, en fait. Je pars jamais sans du stylo et un papier, en fait. C'est toujours riche de révélations. Et donc c'est le voyage qui m'a poussé vers cette passion qui m'occupe désormais. On n'est jamais seul, en fait, quand les mots nous accompagnent. Moi, il me berce en chemin, il me révèle des apprentissages, ouais, me permettent de faire le point sur moi-même, parfois vraiment, il y a quelque chose de thérapeutique, je trouve, à écrire en général, et à écrire pendant ces voyages. On fait un pas de côté, on pense à rien d'autre que le quotidien, et voilà, ça fait de la place pour s'explorer.
quoi qu'il arrive, on en revient toujours changé, dépoussiéré. S'exposer à l'inconnu, c'est difficile de retranscrire en fait tout ce que ça peut nous apporter. En tout cas, c'est une leçon que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien et en fait d'être dans une posture d'ouverture, de pleine réceptivité à l'instant. Et quoi qu'il arrive, que ce soit des choses positives ou négatives, on sait que voilà, c'est qu'une étape du voyage et ce soir ou demain, tout sera oublié, on passe à autre chose en fait. Et c'est ça aussi la vie. Je vais vous parler d'un autre voyage que j'ai effectué en 2019. Je suis parti 2 mois en Tunisie. C'était mes premiers pas sur le continent africain. En fait, cet été-là, j'étais éco-garde, un peu garde forestier, on va dire, dans le Var. Et à la fin de mon contrat, j'avais envie de prendre la poudre d'escampette et la Tunisie était finalement juste en face. Donc je me suis dit, allez, je prends un billet de ferry. Je pensais partir 3 semaines. Finalement, je suis resté 2 mois. Et là, ça a été un tout autre voyage. Je pense vraiment que le voyage n'est qu'un miroir de nous-mêmes, en fait, selon notre âge, selon notre état d'esprit du moment, selon ce qu'on traverse. Eh bien, ça va conditionner, en fait, notre manière de voyager et ce qui va se produire en cours de route. Et là, il s'avère que la veille du départ, j'étais à Marseille, j'attendais le ferry et j'ai reçu un coup de téléphone de la personne avec qui j'étais en couple à l'époque et qui décidait de mettre fin à notre relation. C'était juste avant que je parte m'installer dans la Drôme. Et je me souviens vraiment avoir raccroché tout seul dans le silence de cet appartement et d'avoir décidé à la seconde même, ok, je vais écrire un livre pendant ce voyage. Et ça a été une sorte de bouée de sauvetage, un exutoire en fait. Donc pendant 2 mois, j'ai écrit tous les jours. Et en fait, ça a été vraiment une espèce de thérapie, quoi, par l'écriture, quoi. Parce vraiment de pouvoir se faire sortir des choses qui avaient besoin de sortir, de faire le point sur des années de relations amoureuses. Et c'est ainsi que le fil conducteur, quoi, le thème du livre s'est imposé par lui-même. Ça a été, c'était le thème de l'amour, quoi. Sans compter que à la fin du voyage, j'ai rencontré une Tunisienne avec qui on a eu une histoire qui s'est plutôt mal terminée. Mais et puis pendant le voyage, en fait, j'ai eu plusieurs moments des moments d'introspection qui m'ont permis de faire le point sur ma vie sentimentale, de penser aussi des blessures qui étaient mal refermées, en fait, de faire le deuil de certaines relations. Et ça a été extrêmement bénéfique. On peut aussi explorer sa propre histoire en remontant, je pense, les traces de notre humanité. Là, typiquement, en Tunisie, j'ai visité beaucoup de sites archéologiques. Et en arpentant ces sites, finalement, je remontais le temps à l'échelle archéologique, quoi. Je remontais le temps des civilisations et je remontais en même temps le fil de ma vie, quoi. Et il y avait un espèce de parallèle assez déconcertant, très stimulant, en fait, entre les deux. Et voilà, j'étais face à des traces de villes qui étaient tombées, qui étaient revenues à la poussière, quoi. Et en parallèle, je repensais à ces relations qui s'étaient construites dans la joie, dans les peines. Je repensais pourquoi elles se sont effondrées, en fait, comme ces cités qu'on vient visiter aujourd'hui, qui ne sont plus que des tas de pierres. Comment on reconstruit par-dessus aussi.
il y a eu énormément de civilisations qui se sont succédées au Maghreb. D'abord les Berbères, là, ou les Libyens, les Libyens. Ensuite les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, et puis plus récemment les nations d'Europe qui ont instauré des colonies, des protectorats. Donc c'est une terre très riche d'histoire, très riche de brassage, de religion, de culture. Je me suis aperçu aussi que, en fait, je ne connaissais rien en fait à l'histoire du Maghreb, alors qu'elle est profondément liée à l'histoire de mon pays. Donc ça a été riche d'enseignements. Sans compter qu'on reçoit un accueil extrêmement chaleureux. Ce qui moi ça m'a bluffé en fait de voir ce contraste entre un passé extrêmement violent, extrêmement dur et la gentillesse de l'accueil en fait, l'ouverture de ces gens. Non pas qu'il faille oublier ce qui s'est passé, mais en tout cas de faire la part des choses et de savoir que le voyageur qui arrive, c'est un être humain en fait. C'est pas à lui de porter le chapeau en fait. Il peut faire une partie du travail, de faire la paix avec ce qui s'est passé, mais en tout cas on le juge pour ce qu'il est, on le juge pour l'énergie qu'il amène, et on est toujours bien récompensé. Ce voyage m'a donc aidé à faire le point sur beaucoup de choses sur ma vie sentimentale. À mesure que les pensées divaguent, elles s'ordonnent et beaucoup de choses se soignent. J'ai appris aussi pendant ce voyage qu'il fallait éviter de laisser l'argent s'immiscer dans les relations. J'étais un peu naïf, j'ai beaucoup été, en fait, je m'aperçois dans ma vie de voyageur, j'ai fait preuve de pas mal de naïveté, mais je regrette pas, en fait, ça m'a servi de leçon, ça m'a permis aussi de voir qu'il faut pas aller trop vite en besogne et se méfier des apparences, en tout cas, de laisser le temps à la confiance de s'instaurer. Je vais vous lire un extrait de ce que j'ai écrit pendant ce voyage. En fait, je suis toujours en train de travailler sur ce livre. J'espère le finir l'année prochaine. C'est des années de travail pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Sans compter que j'ai eu d'autres livres qui sont sortis depuis et qui m'ont écarté un petit peu. Donc, je vais vous lire un extrait qui ne comporte rien d'extraordinaire, mais justement, moi, c'est ce côté trivial aussi de la vie de tous les jours, en fait, qu'on observe en voyage avec un regard extérieur. Et la moindre scène, aussi banale qu'elle puisse paraître, quand on porte sur elle un regard neuf, un regard d'enfant, eh bien, en fait, tous ces petits détails sont fascinants. C'est la vie d'un arrêt de bus. Ciel gris, gaz d'échappement. Une charrette passe devant moi, tirée par un mulet au pas cadencé. C'est jour de souk. La ville s'agite et s'écoule en longues files. Sur le trottoir, les femmes traînent leurs chariots et les hommes fument entre eux. Que des indus, jamais de roulés. Les relations sont chaleureuses, tapes amicales et joyeuses embrassades, interminables poignées de main qui vont s'échouer sur le cœur en signe de considération. Les dattes fraîches fondent dans la bouche. Je viens de les acheter à ce vendeur ambulant qui guette le client près de l'abribus. Un type trimballe un dindon qui l'agrippe par les pattes. Il marque une pause pour discuter. Le volatile compte les secondes impassible, déploie de larges ailes en damier tel un cabas qui resplendit au bras de son propriétaire. Ses yeux perçants clignent à intervalles réguliers, tandis que son poitrail enfle et se dégonfle d'une anxiété contenue. Sa destinée tient dans une main. Ça n'a pas l'air de l'affoler.
Un homme minuscule aux doigts calleux m'adresse un sourire. Ses gestes sont lents. Économie d'énergie. Il en connaît du monde autour de l'abribus. Les voitures se meuvent sans vie le long de l'avenue. Juste un bruit de fond dont je détourne mon attention. Il y a assez d'animation pour rester planté là toute la journée et observer la vie qui s'y déroule, en témoin du quotidien, à l'affût d'une surprise. L'allure flegmatique de ses sandales soulève plus de poussière que le pas vif de ses baskets. La file d'attente s'est allongée depuis mon arrivée. Pas une tête n'arbore un chèche, une casquette ou un voile coloré. Klaxon, bruit de moteur. Une charrette passe tirée par un mulet. 6 hommes à bord, assis sur des tapis. J'en prends bonne note. Relève la tête de mon papier. Évaporé. C'était la vie d'un arrêt de bus. Celui que j'attendais n'est pas passé. Voilà, ce voyage m'a réservé aussi des rencontres un peu plus inattendues, comme une partie de pêche à Djerba. J'ai traversé l'île de Djerba à pied, parce que Djerba est quand même très touristique sur le pourtour maritime, et j'ai traversé l'île par le milieu pour essayer de voir l'île sous un autre angle. Et je suis arrivé à Umtsuk, où il y a un port, une petite marina. Bon, c'est un souk aussi très très sympa, et je suis allé sur le port en fait en me disant tiens, c'est une île de pêcheurs, j'ai envie d'aller rencontrer des pêcheurs pour vivre un petit morceau de leur quotidien, quoi. Et donc j'ai rencontré des jeunes qui ont accepté que j'aille pêcher avec eux, et on a pêché de nuit dans les hauts fonds. En fait, il y a très peu de fonds autour de Djerba, on a presque pied sur des centaines de mètres, et on est parti un soir de nuit avec leur petite barque. D'abord j'ai mangé avec leur famille, ensuite on est parti, et il faisait hyper froid la nuit, et ils avaient embarqué la théière, un minuscule barbecue portatif avec du charbon et de bois, et donc je les ai aidés à contracter le filet, et puis une fois que on attendait passer 10-20 minutes, et je les ai aidés à hisser le filet par-dessus bord et à déverser la pêche directement dans la barque. Et donc il y avait un énorme tas de poissons, et donc ils triaient, ils gardaient que les petits poissons qui serviraient d'appât pour aller pêcher le bar au matin. Et donc ils sortaient tous les crabes, les coquillages, les espèces de poissons qui ne les intéressaient pas. Et puis ils me les faisaient griller sur le barbecue en direct. Ils étaient voilà, plein d'attention, très amicaux, très fiers en fait que je m'intéresse à leur vie. Ils avaient pas beaucoup d'argent, mais il y en a un qui allait se marier, et qui du coup avait besoin d'argent en fait pour s'émanciper de sa famille et faire sa vie. Et puis en fait il galère à joindre les deux bouts. Il y a les chalutiers tunisiens ou internationaux qui vont au large et qui raflent tout, quoi, et eux ils ramassent un peu les miettes. Donc ils m'ont expliqué en fait qu'ils avaient trafiqué un peu leur filet, et disons qu'ils étaient dans l'illégalité, quoi, pour attraper des poissons plus petits que ce que la norme, enfin ce que les quotas autorisent. Donc voilà, ils avaient conscience que c'était pas forcément bon pour la nature, l'écosystème, mais ils avaient pas trop le choix pour continuer de vivre de leur pêche, quoi. C'était un très très beau moment de partage. Et sur cette même marina, j'ai rencontré un balayeur qui m'a interpellé. Il était tout réservé, il parlait pas très fort, il parlait bien français. Il était à moitié édenté. Je me suis demandé ce qu'il me voulait. En fait, très avenant, il m'a fait visiter sa petite piole dans la marina. Et il m'a offert, il m'a donné, il m'a fait porter en fait des vêtements du désert, parce que lui il venait du désert. Et donc j'ai revêtu ses vêtements, et il m'a pris en photo, et au moment de lui rendre, il me dit non, tu peux les garder, je te les offre. Et donc j'étais assez scotché, quoi, par sa gentillesse, surtout qu'il avait l'air de vivre quand même assez pauvrement. Et
Et on s'est retrouvés un soir pour aller pour boire des canons en fait, parce que lui là-bas, c'est vrai que c'est assez mal vu de boire, donc les gens se cachent quoi, les gars qui boivent se cachent pour boire et lui il avait super peur en fait d'être pris sur le fait par le directeur ou par le gardien en fait de la marina qui arrêtait pas de le surveiller quoi, il essayait de le prendre au piège parce qu'il était jaloux de lui. Et donc on s'est caché dans la petite chambre, il a éteint la lumière, il a mis de l'encens pour pas qu'on sente l'odeur de la cigarette, parce qu'il savait pertinemment que le gardien allait venir pour surveiller ce qui se passait. Et donc moi j'avais l'impression d'être un clandestin pendant la prohibition, c'était assez drôle. Et en fait ce type était analphabète et je crois que c'est une des personnes les plus sensibles et intelligentes que j'ai croisées de tout mon voyage, donc ça fait tomber tellement d'a priori qu'on peut avoir. Et il avait une vision de la vie extrêmement profonde et bon, du coup il était très très content de trouver quelqu'un avec qui partager son goût pour la boisson. Et donc il buvait ses bières, moi j'avais acheté une bouteille de vin rouge et on a refait le monde comme ça pendant des heures et de plusieurs fois le gardien est venu, il était du coup Amara, le compagnon là, il était tétanisé, il avait vraiment extrêmement peur qu'on soit pris sur le fait. Finalement tout s'est bien terminé et à un moment un policier est venu et en fait il est venu nous apporter un grand plateau de victuailles que sa femme avait préparé pour Amara. Et on était comme des coqs en pâte à profiter de ces bons moments. Et voilà, tout s'est bien terminé. En fait, le gardien était jaloux de lui parce qu'il s'attirait la gentillesse et la confiance des gens de la marina et donc l'autre était jaloux. Voilà, des petits moments comme ça hors du temps et qui font le sel du voyage. Ça me rappelle une phrase de Goethe que j'affectionne, qui dit « Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir ». Je vous propose maintenant d'écouter une chanson assez ancienne de Barbara Dane, qui s'appelle « I am a weary and a lonesome traveler ». Traveler, I am a weary and a lonesome traveler. I am a weary and a lonesome traveler. I've been a traveling on, traveling the mountains and in the valley. I've traveled in the mountains and in the valley. I've traveled in the mountains, down in the valley. I've been traveling on, travel with the rich, travel with the poor, travel with the rich, travel with the poor. I've traveled with the rich and I've traveled with the poor. I've been a traveling on. I've been a traveling on the road to freedom. I've been looking for the road to freedom. I've been traveling to the road to freedom, and I've been traveling on.
carrying a heavy load. I've been a carrying a heavy load. I've been a carrying a heavy load, but I keep on traveling on. This old world is in a sad condition. This old world is in a sad condition. This old world is in a sad condition, but I keep on traveling on. Travel all the way to the road to freedom. I will travel on until I get to freedom. I will travel all the way until I get to freedom. I will keep on traveling on. Vous êtes sur 4TB Radio pour l'émission Raconte ton voyage. Je suis Valentin Philippot. On s'approche doucement de la fin de l'émission. Mon dernier voyage en date, c'était cet hiver. Je suis parti 4 mois en Espagne et au Maroc. C'était réjouissant aussi à sa manière de vivre le Ramadan, une période très calme où le voyageur se retrouve beaucoup seul face à soi-même. Un accueil extraordinaire aussi du peuple marocain. Je vais vous lire un extrait que j'ai écrit là-bas. Ça se passe à Aït-Ouazik, dans le sud-est du pays, pas très loin des Rachidia. Et je suis parti voir de très très vieilles gravures rupestres. Une nuit venteuse, furieuse, recroquevillé dans ma chrysalide. Qu'est-ce que je fous là? Tu réponds à l'appel. L'imprévu, l'inconfort, l'intensité de vivre. La poussière qui t'habille, la main du vent qui t'ébouriffe, l'arbre refuge qui s'enracine dans ta mémoire. Autant de parfums qui subliment l'arrivée. La noblesse d'un chemin impossible à refaire. De ces contes enchantés qu'on exhume près du feu, de grandes flammes plein les yeux. Attendre l'aube, se rendormir. La caresse du soleil, une fourmi intriguée. Le plus dur est passé. Rassembler ses idées, ses affaires et sa fougue. De l'eau fraîche et des dattes pour reprendre vigueur. Attrape ton sac, rejoins la piste. L'immensité, elle t'éblouit. Tu songes aux premiers hommes attirés par ces montagnes. L'espace-temps qui s'étire. Tes parents, ta lignée. Tel un fil qu'on déroule en milliards de victoires. Tu es né en vainqueur, tu n'as rien à gagner, à prouver. Tout juste à révéler l'énergie qui t'anime. Combien d'êtres avant toi t'ont chargé d'un savoir? La première bactérie, la goutte d'eau primordiale, le grand vide sidéral. D'où viens-tu? Où cours-tu? Dans la joie, le présent, l'essentielle dépendance. Le soleil darde. Un triporteur interrompt la cuisson. Sourire complice. Le moteur gronde, compteur fêlé. Un gros bourdon qui soulève la poussière assoupie. Le dos trinque sur les caisses de sardines. La piste cabossée plonge dans le lit d'une rivière asséchée. Des falaises brunes, des palmiers. Les gorges s'ouvrent sur un vaste plateau évasé. La porte d'une remise qu'on déverrouille en ton honneur. Le sac posé sur la réserve d'oignons. L'homme te fait signe de grimper à l'arrière de sa vieille bécane. Il est fier de t'emmener contempler l'œuvre de ses ancêtres. N'attend rien en retour. Ta main sur son épaule, les murs en terre défilent comme un film. Les villageois s'affairent au champ. L'engin brinque-balle sur les rocailles, avale la côte tel un cabri. Les roues tiendront, cela va de soi.
Le gardien indolent étendu sur sa natte. Il a sa chambre dans cette cabane, son nid de pierre. La sensation étrange que ce lieu t'attendait, justifiée tout à coup par l'effort et l'entraide, la sueur et l'audace. Le chemin valait bien ces gravures inouïes, mystérieuses. 7000 ans. Elle raconte en silence la savane disparue, la rivière qui s'incarne à travers l'animal, son esprit qu'on implore de nourrir la tribu. Le symbole, la pensée créatrice d'un artiste immortel. Main apposée sur la proie convoitée, volée de flèches, un piège qui se referme. La rondeur, l'harmonie, les membres qui s'étirent jusqu'à défier le cadre. La grâce d'une œuvre que l'on croirait d'hier. Voilà pour ce petit extrait. Partager une dernière citation de Marguerite Yourcenar. Tout voyage, toute aventure se double d'une exploration intérieure. Il en est de ce que nous faisons et de ce que nous pensons comme de la courbe extérieure et de la courbe intérieure d'un vase. L'une modèle l'autre. Pour clore cette émission en votre compagnie, merci beaucoup d'ailleurs de nous écouter aujourd'hui. Je voudrais vous partager un texte que j'ai écrit hier en fait sur un élan d'inspiration pendant que je préparais cette émission. Voilà, ça fera guise un petit peu d'ouverture à tout ce que je viens de dire. Voilà, j'ai voulu parler un petit peu de la philosophie du voyage au sens large. Le voyageur vit dans l'instant. Il embrasse l'imprévu, le surgissement, à la manière de l'animal ou de l'enfant qui sommeille en lui-même. Au fil des jours, son corps change. Ses cheveux poussent et sa peau bronze, tannée par le soleil et la poussière des routes. Les nuits froides, où s'invite le vent ou une harde de chiens qui aboient en passant comme des loups. Lorsqu'il révèle son vrai visage, le voyage est intense, déroutant, traînant sur la longueur tel un morceau de jazz qui s'improvise et repousse la fin. Sa mélodie s'imprime dans l'être pour jaillir de nouveau quand on ne l'attend pas. Durant ces périples à tiroirs, aux itinéraires alambiqués, vient le moment de se retourner pour se dire « Purée, j'ai parcouru tout ce chemin ». Les souvenirs se mêlent et se confondent en une vaste symphonie, un doux rêve exalté qui s'invente pas à pas. Aller voir plus loin comment on vit, comment on pense, fouiller son âme à la lumière de nouvelles expériences, loin des routines et habitudes enfermantes. Sonder ses profondeurs face aux embûches et aux difficultés, se laissant éblouir par des ressources insoupçonnées, une force intérieure inespérée. Et l'aventure se mue en rite initiatique, en renaissance, accouchant de nouvelles métamorphoses. Il est des leçons dont la route a le secret, marquée du sceau de la spontanéité. Elle vous enseigne la voie à suivre dans l'ouverture, le lâcher-prise, la liberté retrouvée. Sens à l'affût, la vision s'élargit et vous allège du poids de l'existence, de son mystère ineffable. Des cellules à la course des astres, le mouvement préside à la source de toute chose, reliée, dépendante. Éphémère à la manière des états d'âme qui se succèdent en chemin. Où se cache l'éternité ailleurs qu'en prise avec l'instant qui renaît sans cesse à lui-même? S'interroger sur le voyage revient à questionner le sens de la vie. Il commence avant qu'on ne l'entreprenne et se poursuit sans limite. Du début à la fin, une succession de signes à la rencontre de soi-même, de sa nature profonde et inviolée. Se perdre un peu pour mieux se trouver. Le plaisir d'avancer sans savoir où l'on va car tout est déjà là.
se mettre à nu au travers d'un sourire faisant office d'identité envers celui qui le reçoit, se défaire une à une des certitudes, des peurs et des illusions qui empêchent d'avancer. Le regard neuf du vagabond ouvre la porte à l'authentique, la vraie rencontre, libérée des chaînes des préjugés. Errer, nomadiser à travers ces paysages intérieurs avec la curiosité pour moteur. Quelques jours de marche sous l'infini du ciel et l'orgueil s'évapore, les frontières s'abolissent, l'ego bat en brèche dans le courant de la rivière à mi-cuisse, dans le chant d'un oiseau ou la splendeur d'un coucher de soleil. On croise parfois aussi celles et ceux qui se meuvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, frères et sœurs poussés par la nécessité ou la force d'un rêve, quoi qu'on en pense, quoi qu'ils en risquent. Tout voyage est un rappel de notre condition première. Migrateurs en partance depuis l'aube des origines, humbles fourmis parcourant les possibles pour écrire leur histoire. Voilà, il va être l'heure de vous quitter. Je vais conclure l'émission en vous parlant un petit peu de mes actualités et de mes projets artistiques. Cette année, j'ai sorti un recueil de poèmes intitulé Pierre, feuille, poème. Ce sont des haïkus que j'ai composés principalement dans la Drôme et dans les montagnes. Vous pourrez le trouver à Serres. Il est disponible à la galerie de l'artiste peintre Yves Bonnier, qui se trouve juste à côté du Tabac Presse. Je travaille également à poursuivre ce livre sur la Tunisie, dont vous avez pu entendre des extraits. Et j'ai un nouveau recueil de poèmes qui sortira au printemps, aux éditions Voix d'encre. Donc vous pourrez le commander ou le trouver en librairie. Il s'intitule Quand vient la nuit au pays sage. Ce sont des poèmes que j'ai composés à la caravane, inspirés de mes lectures de poésie chinoise et accompagnés de calligraphie, réalisée par Christelle Basset, une amie qui vit également dans la Drôme. Je suis également en train de préparer un spectacle avec une amie qui pratique la danse, qui tourne sur elle-même comme les derviches. Donc ce spectacle, il va allier la poésie, la danse et la musique. Donc on espère pouvoir tourner au printemps-été dans la Drôme et un peu plus loin. Donc si vous connaissez aussi des lieux où on pourrait se produire, je vous invite à me contacter. Je vais vous donner mon numéro et mon adresse mail. Donc le mail c'est valentin.felipeau PHELI2PEAU @hotmail.fr et mon numéro de téléphone 06 76 84 80 97. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous laisse avec une musique de La Belle Bleue en soutien, en hommage, en soutien à toutes ces personnes en fait qui sont contraints de quitter leur pays, leur famille, leurs racines pour aller découvrir un autre monde. Merci, bonne fin de journée. Le ciel est clair sur le chemin de l'école, le cartable lourd plein d'anti-sèche. Un livre d'histoire, c'est là que je rigole, un bleu jean tout bleu sur les fesses. Il part rejoindre ses deux petits potes qu'ont la peau bien plus blanche que lui, et dans leur poche un bout de plastoc qui leur donne le droit d'être ici, devant la grille de cet endroit où l'on devient des citoyens. Y a 3 soldats qu'envoie le roi pour briser les rêves d'un gamin. Il manque un môme sur la photo de classe de l'école Jacques Prévert. Il pose en ce moment sous les flashs de l'objectif
d'un Karcher. Y avait de la pression dans le tuyau et du recul jusqu'au charter de ce pays qui remue bien haut. 3 jolis mots sur sa bannière. Allez salut, pleure pas petit, tu rentres chez toi et reste-y. Le seul transit qu'on autorise là-bas, c'est celui des fusils. Expulsez-moi, je suis pas français mais un putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays c'est la terre. Le ciel est clair sur le chemin du retour au pays natal, comme on dit. Un sac de voyage pas bien lourd pour y caser toute sa vie. Il part rejoindre sa grande famille qu'il connaît, pas même en photo, quelque part entre le Mali et le Burkina Faso. Comme il n'est pas vraiment en joie de cette expérience du lointain, il y a 3 soldats qu'envoie le roi pour tenir en laisse un gamin. Il manque 1000 noms sur la grande liste des objectifs du ministère. Il prie Dieu pour que la police n'y ajoute pas son frère qui crèche dans un squat moisi, est exploité par un boucher, met en péril l'économie et surtout ne le reverra jamais. Lui, perdu dans son aéroport, on ne lui donne que la sortie et ce putain de bout de plastoc qui lui dit ta vie c'est ici. Expulsez-moi, je suis pas français mais un putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays c'est la terre. Des litres d'urine sur vos frontières, car moi, mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français. Expulsez-moi, moi j'appartiens au genre humain. Expulsez-moi, mon pays c'est la terre. Des litres d'urine sur vos frontières, moi mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français mais un putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi j'appartiens au genre humain. Moi mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, mon pays c'est la terre. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.